20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres dans un instant. Affaire Karim Wade et Bibo Bourgi, l'État du Sénégal débouté par le tribunal de grande instance de Paris, un verdict bien accueilli par les avocats et des mises en cause qui précise que le combat continue. Il y a exactement 14 ans, le Sénégal se réveillait dans la douleur. Plus de 2000 personnes périssaient dans l'un des plus grands naufrages de l'histoire. 14 ans après, la douleur est toujours aussi vive chez les familles des victimes qui réclament toujours un procès pour situer les responsabilités. Mutinerie à Rebeuss, les proches d'Ibrahima Mbaou, dit Ibrahima Fall, le prévenu mort lors de l'insurrection, ont manifesté à Thiaroye ce lundi. Sa famille, elle, déplore le retard accusé dans la livraison de la dépouille mortelle de leur fils. Vous l'entendrez dans cette édition. Contrôle de la sécurité alimentaire, Endapronad et la CERAD s'investissent. Les deux organisations viennent de procéder à une étude comparative sur les exploitations familiales et les agro-industries dans la zone du delta du fleuve Sénégal, mais aussi celle des Niayes. Les explications du professeur Babali dans cette édition. Et puis, l'invité du 20h, il s'agit de Boubacar Ba, porte-parole de l'Association nationale des victimes du Diola. Il a été interviewé par Mamadou Ibra Kane, une interview que vous pourrez suivre tout de suite après ce journal. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce 26 septembre 2016, la saisie des biens de Karim Wade et de Bibo Bourgi dans le cadre de la traque des biens mal acquis, une montagne qui accouche d'une souris. L'État du Sénégal vient d'être débouté par le tribunal de grande instance de Paris, un verdict qui conforte l'avocat de Karim Wade dans ses croyances. Maître Michel Boyon, que vous voyez sur ces images, a toujours défendu la thèse selon laquelle le procès de Karim Wade était un procès purement politique. Il s'est félicité du verdict. Et à l'instar de Maître Boyon, Maître Corinne Dreyfus, avocate de Bibo Bourgi, embouche la même trompette. L'avocate pense que le droit a triomphé et que le combat continue pour les avocats mais aussi les clients. Vous venez donc de le voir, le tribunal de grande instance de Paris a débouté l'État du Sénégal. Pour rappel, l'État avait demandé à la France de restituer les biens supposés mal acquis appartenant à Karim Wade et à Bibo Bourgi à Paris. Ce sont entre autres des sociétés, des appartements et des comptes bancaires, mais le délit d'enrichissement illicite n'existe pas dans le droit français. Doudou Wade pense également que le droit a été dit et nous n'excluons pas d'y revenir dans nos prochaines éditions. 26 septembre 2002, 26 septembre 2016, 14 ans après le naufrage du bateau le Diola, retour sur les péripéties d'une catastrophe maritime qui a emporté 2000 personnes dans les eaux troubles de la côte gambienne, de l'indemnisation à la perte de la bataille judiciaire par le collectif des victimes du bateau le Diola. Eh bien, tout est consigné dans ce récit. Il est signé Mamadou Fall. 26 septembre 2002, 26 septembre 2016, 14 ans après la fameuse catastrophe maritime dite bateau le Diola, le ferry sénégalais avait chaviré emportant avec lui 2000 âmes dans les eaux profondes de la côte gambienne. 2000 âmes selon les victimes, mais 1863 personnes ont réellement péri selon les autorités étatiques d'alors. En tout cas, le Diola avait quadruplé sa capacité d'accueil qui était de 552 personnes. Le jour de l'incident, le bateau avait pris la mer avec 2000 passagers à bord. Étudiants, fonctionnaires de l'État, commerçants et touristes. La douleur est intenable chez les familles des victimes du naufrage. Elles ne pouvaient nullement imaginer perdre des milliers de proches à cause des erreurs humaines. Cela ne peut rester impuni. Les proches des victimes se sont ainsi regroupés autour d'une seule association dénommée Collectif des victimes du bateau le Diola afin de déclencher la bataille judiciaire tant au niveau national qu'international. Leur désir le plus ardent à l'époque, le renflouement du bateau afin de récupérer leurs morts. D'autres doléances ont été également posées sur la table des autorités, parmi lesquelles l'indemnisation des victimes. Une bataille que les proches des victimes ont pu remporter. L'État avait alloué 10 millions de francs CFA à chaque victime, mais celle juridictionnelle n'a pas tourné en leur faveur. En 2014, le collectif enregistre une deuxième bataille perdue avec la justice française qui a rendu une ordonnance de non-lieu.
au nom d'une jurisprudence. Au mois de juin 2016, la Cour d'appel de Paris a confirmé le non-lieu accordé dans l'affaire du naufrage du bateau le Joola, une décision qui remue le couteau dans la plaie chez les familles des victimes du Joola. D'ailleurs, le collectif a décidé de porter l'affaire devant les grandes instances, à savoir l'Union africaine et l'ONU. Mamadou Fall, merci. Instituer la journée du 26 septembre, le Patriot Day, à l'instar du 11 septembre pour les Américains, eh bien, c'est la principale information que l'on peut retenir de la commémoration du 14e anniversaire du naufrage du Joola. Et c'est le vœu des familles des victimes, la cérémonie officielle de ce drame qui a fait 1863 morts, dont 64 rescapés, a été présidée à Ziguinchor ce lundi par le ministre des Forces armées, Augustin Tine. Eh bien, c'est en présence de notre correspondant sur place, Boubacar Diassi. Après l'aéroport de Ziguinchor, cap au cimetière de Kantène, puis au port de Ziguinchor, où une gerbe de fleurs a été jetée dans le fleuve. Une minute de silence est observée en la mémoire des victimes du Joola, et puis place aux allocutions. Témoigner au nom de l'honorable député maire Abdoulaye Baldé et de l'ensemble du conseil municipal toute notre solidarité à l'endroit des familles des victimes. La date du 26 septembre est considérée par les familles des victimes comme journée du souvenir et de lutte contre l'oubli. Cela pour éviter aussi de faire passer par perte et profit la plus grande catastrophe maritime de l'humanité. C'est pourquoi nous demandons au Parlement sénégalais de voter une loi à l'instar des Américains instituant le 26 septembre Patriot Day, littéralement journée des patriotes, c'est-à-dire un jour de recueillement et commémorant les victimes du naufrage. Le ministre Augustin Tine. Les autorités sénégalaises, conscientes de leurs responsabilités, continueront à renforcer leurs actions de prévention des risques en vue d'assurer une meilleure sécurité et une meilleure sûreté des Sénégalais où qu'ils se trouvent. 3 responsables du directoire national sont décorés à titre posthume. Après la cérémonie marquant le 14e anniversaire du naufrage du Joola, la délégation officielle rencontre les familles des victimes à la gouvernance de Ziguinchor. Une rencontre à huis clos d'où rien n'a filtré. Le naufrage du Joola, une catastrophe judiciaire selon Maître Assane Dioma Ndiaye, président de la Ligue sénégalaise des droits humains et soutien des victimes. Et pour cause, ce dossier a été bouclé et classé sans suite en France. Maître Assane Dioma Ndiaye espère de nouveaux développements dans la capitale de l'Hexagone avec les recours introduits et avec les concernés. Il compte poursuivre le combat au niveau de la CEDEAO et de la Cour européenne des droits de l'homme. Al-Hassan Ba et Mardia l'ont rencontré. Reportage. Au-delà d'être la plus grande catastrophe maritime, le naufrage le Joola est aussi en phase d'être qualifié de plus grande catastrophe judiciaire. C'est la conviction de Maître Assane Dioma Ndiaye. Déjà au niveau interne, nonobstant les rapports circonstanciés de la Commission nationale qui avait été instituée et même de l'expertise effectuée par des experts internationaux, le dossier avait été classé sans suite. Également, la France a préféré sacrifier la justice pénale internationale, la compétence universelle dont elle s'est toujours faite le chantre, au profit des bonnes relations séculaires avec le Sénégal. C'est vrai qu'il y a des recours qui sont effectués en France, mais comme vous l'avez dit, les portes judiciaires semblent être fermées aujourd'hui au niveau national, aussi bien au Sénégal qu'en France. Selon le droit, au Sénégal, il n'y a aucune possibilité pour réouvrir le dossier. Mais en France, il est possible qu'il y ait des développements nouveaux. Je pense qu'il y a des réelles chances puisque des recours sont actuellement en cours en France. Donc il est probable, il est possible qu'il y ait des développements, en tout cas des développements nouveaux en France. Mais au Sénégal, il est vrai qu'il faut le dire, il n'y a aucune volonté politique. L'avocat dénonce ce qu'il qualifie de déni de justice. Maître Assane Dioma Ndiaye estime que le combat va se poursuivre au niveau de la CEDEAO et de la Cour européenne des droits de l'homme. En accord avec les victimes, nous sommes en train d'explorer des possibilités de saisine de juridictions internationales, notamment au niveau de l'Afrique, la Cour de justice de la CEDEAO, et au niveau européen, surtout la Cour européenne des droits de l'homme, pour dénoncer à la fois des pays comme le Sénégal et la France
qui ont simplement fait ce qu'on appelle un déni de justice. 26 septembre 2002, 26 septembre 2016, c'est toujours l'attente chez les victimes. Et même si certains sont indemnisés, d'autres attendent que la lumière soit faite sur cette affaire qui est déjà bouclée au Sénégal, comme en France. Et voilà donc 14 ans jour pour jour que le Joola chavirait à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. On se souvient de cet accident qui a beaucoup affecté les étudiants alors qu'ils préparaient la session d'octobre. La faculté des lettres et sciences humaines est celle qui a payé le plus lourd tribut avec 80 disparus. En ce jour anniversaire, les étudiants se remémorent de leurs camarades et exigent que justice soit faite sur cette tragédie macabre. Birama Thior. Ce mémorial est dédié aux étudiants disparus lors du naufrage du bateau le Joola. Ils sont au nombre de 80 à la faculté des lettres et sciences humaines. Ici, la tristesse reste le sentiment le mieux partagé. C'est un jour qui me rappelle tous les souvenirs. Je me rappelle qu'aujourd'hui, ça fait 14 ans. Mais dans ces 14 ans-là, on avait vécu une situation qui était reliée soit à la Coupe du Monde de 2002, lorsqu'on est sorti des sentiments de joie à des sentiments de peine. Tout ce qu'on peut faire, c'est de compatir. De l'avis de ce professeur, le bateau de Joola peut remplir la fonction de patrimoine douloureux. Tout le monde en avait au département des étudiants assez brillants et qui sont restés, y compris des collègues de l'école des bibliothécaires archivistiques, donc, ou des philos, donc toute la communauté universitaire. Et se souvient de ces étudiants et de ses collègues. Nous, à l'époque, on avait souvenance du Titanic, mais à côté du Joola, le Titanic n'était plus rien, vous imaginez. C'était bien. Ce matin, j'ai écouté M. Idrissa Diallo, donc, qui a perdu ses 3 enfants et quand il était aux États-Unis et qui est revenu. Et qui a parlé d'une chose fondamentale, c'est qu'il faut que le bateau sorte, même s'il reste là. Un bout de fer, il faut le sortir, en faire un patrimoine douloureux. Rendre la justice, la revendication la plus chère de ces étudiants. Pour toutes les personnes qui ont vécu cette situation, je dirais aujourd'hui, masse à la population sénégalaise et que la justice soit faite. Jusqu'à présent, je me demande pourquoi la justice n'a pas réagi jusqu'à présent, alors que le cas d'Abré est là patent. Ils l'ont réglé à temps. Pourquoi ne pas le régler aussi pour nos frères sénégalais? Avec un total de 1863 victimes, le naufrage du Joola est la pire catastrophe maritime de l'histoire. 14 ans donc après le naufrage du Joola, à présent cette question, les Sénégalais ont-ils tiré des conséquences de ce drame? Eh bien les pratiques quotidiennes, notamment les surcharges fréquentes dans les transports en commun autorisent une réponse négative à cette question. Selon la sociologue Madjiguène Diouk, un retour aux valeurs traditionnelles est nécessaire, même si elle soutient que cela ne sera pas facile. Aminata Mbaresso. Naufrage du bateau le Joola, le 26 septembre 2002, une tragédie. Le drame avait incité nos compatriotes à une prise de conscience, à une peur collective qui s'était manifestée par un changement de comportement. À l'époque, ce qui a été à l'origine de ce changement de comportement, c'était la peur. 14 ans après, les Sénégalais font fi de la tragédie Joola. Les pratiques quotidiennes, le laxisme, l'insouciance reprennent de plus belle. À un moment donné, on dirait qu'ils ont un peu oublié ce qui s'est passé. Donc ils se sont retournés à leur comportement d'avant. Sachez le naturel, ils reviennent au galop. Les Sénégalais n'ont pas tiré leçon de la tragédie du Joola. Le Sénégalais a un comportement qui n'est pas d'aujourd'hui, qui date depuis longtemps. Donc je dirais que ce comportement vient d'abord de l'éducation. Comme sur ces images, des pratiques quotidiennes qui font craindre le pire. À présent, nous parlons de l'affaire du carburant toxique publiée par l'ONG suisse Public Eye. Sachez que la LSDH, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, a finalement déposé sa plainte ce lundi avec constitution de partie civile. Dans la plainte, des négociants suisses sont cités, notamment Vitol, Adax, Oryx ou encore Trafigura. Il leur est reproché, selon un rapport de l'ONG suisse Public Eye, d'avoir commercialisé du carburant toxique en Afrique. La qualité du carburant contient
contient jusqu'à 378 fois plus de soufre que celle autorisée. La Ligue sénégalaise des droits de l'homme demande au doyen de juge d'inculper toute personne impliquée, de recevoir la plainte avec constitution de la partie civile et de fixer le montant de la consignation. Nous parlons de la mutinerie qui a éclaté à Rebeuss la semaine dernière. Sachez que les proches du prévenu tué ont manifesté ce lundi à Tcharoy où est né Ibrahim Amba, ou plutôt dit Ibrahim Fall. Ils demandent que cette affaire soit tirée au clair et que le tueur de l'ami et de son collègue de travail soit démasqué. Les propos de Lamine Faye sont recueillis par Salif Sow et Asmalik Diop. Depuis une semaine, on est en train de rechercher notre corps, mais jusqu'à présent, on ne trouve rien. Mais je parle avec le président de la République, surtout le ministre de la Justice, Maître Sidi Kaba. Nous parlons aujourd'hui avec le ministre de la Justice. Quand l'autre jour, là, on a attrapé notre frère là, on t'a amené à 100 mètres, en même temps, on l'a tué. Mais ça, c'est très dur. Moi, on voulait trouver notre corps. Mais les gars, il faut que nous disions qui a tué Ibrahim Mbaw et pourquoi il tue Ibrahim Mbaw. Parce que Ibrahim Mbaw est un travailleur, est un ventilateur, en même temps est un soutien de famille. Il a laissé un gosse de 6 mois avec sa mère et sa femme et ses frères. C'est lui le soutien de famille. Mais on a tué le soutien de famille. Mais à l'heure là. Mais ici c'est très facile, mais ailleurs. Ce sera ailleurs, ça doit être clair, Inch'Allah. La famille de la victime, elle réclame justice après. 7 jours après ce drame, les proches déplorent le fait de courir toujours derrière les autorités pour récupérer la dépouille mortelle d'Ibrahim Mbaw, âgé de 33 ans. Nos correspondants dans la banlieue se sont justement rendus à Guinaw Rail chez la famille de la victime. C'est un reportage signé Salif Sow et Asmalik Diop. Guinaw Rail Nord continue de pleurer son fils. Au quartier Maguette Diallo, c'est la tristesse, le flou. Âgé de 33 ans, Ibrahim Mbaw, dit Ibrahim Fall, est parti de manière brusque, brutale. Derrière lui, une mère perdue, une sœur agacée, une épouse perturbée. Le séjour carcéral du défunt n'a pas dépassé une semaine. Arrêté au foirail des petits ruminants de Rufisque à 3 jours de la Tabaski pour recel, Ibrahim Mbaw, déféré le lendemain de la fête du mouton à Rebeuss, ne verra plus sa famille qui continue de réclamer justice 7 jours après sa disparition. Les résultats de l'autopsie seront connus ce lundi, a annoncé le ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba. Les résultats de l'autopsie, justement, dans ce journal, selon certaines sources dignes de foi, l'autopsie a donc été effectuée ce matin par un médecin légiste assermenté. Il est sorti de cette autopsie que la mort de monsieur Ibrahim Fall, de M. Ibrahim Mbaw, dit Ibrahim Fall, détenu à la prison de Rebeuss, est due à une plaie pénétrante au niveau du thorax et du crâne, avec des lésions cérébrales et hémorragie à la suite de coups et blessures par arme à feu. Parlons à présent de cet incendie qui a ravagé cette nuit les côtes rufisquoises, Nimbé et Bata. Les pertes sont estimées à 10 millions de francs CFA selon des femmes transformatrices de produits halieutiques qui s'activent justement sur ces côtes. Leurs propos sont recueillis par nos correspondants à Rufisque, Ousseynou Thiam et Biradiagne.
il y a beaucoup de dégâts. Comme nos mamans l'ont dit, ils ont perdu certains matériels qu'ils utilisaient pour le travail. Alors, on lance un appel à l'État, car ce sont des femmes, mais ce sont des femmes braves. Ça coûte 10 000 francs. J'ai perdu beaucoup. Oui. Parce qu'on a perdu. Il y a des sacs de sel et des tables et des kétiaks. Tout s'est perdu. Les caisses, il y a des façons, les caisses, c'est 10 000 francs. Plus de 100 caisses, 10 000. L'éducation, à présent, avec cette bonne nouvelle, le concept Ubitaï Djangatay sera bien effectif à cette rentrée scolaire. C'est du moins l'avis de Sorine Baïcham, ministre de l'Éducation nationale. Face à la problématique des écoles inondées, la tutelle affirme que les différents services de l'État s'y attellent pour une bonne rentrée. Déclaration faite en marge de la concertation partenariale pour pacifier l'espace scolaire tenue à Sali, Portugal. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Éducation nationale. Ses propos sont recueillis par Souleymane Touré. Quand les gens disent oui, mais vous parlez d'ouverture des classes, de démarrage des cours le jour de la rentrée, alors que les écoles sont sous les eaux. Depuis 3 ans qu'on le dit, chaque fois c'est moins d'une centaine d'écoles sur 8000 qui étaient dans les eaux. Donc on se rend compte que c'est pas significatif par rapport au nombre d'élèves, au nombre d'écoles que nous avons. C'est moins de 1% des écoles qui sont peut-être affectées par le problème des eaux. Et les services déconcentrés de l'État, notamment au niveau des préfets, des gouverneurs, ces questions sont prises en charge actuellement pour toutes les écoles qui présentent des difficultés, les enlever. Mais là aussi, je voudrais qu'on relativise les écoles en général qui sont affectées par les eaux, qui ne sont même pas sous les eaux, où il y a des flaques, il y a quelques inondations. C'est une quantité négligeable par rapport aux 8000 et quelques écoles que nous avons dans le système éducatif. Et également dans l'actualité de ce 26 septembre 2016, ces chiffres, le saviez-vous, 1324 personnes utilisent les drogues injectables à Dakar. C'est le résultat d'une enquête menée en 2011. Les spécialistes de la prise en charge appellent à la décentralisation des soins, mais aussi au renforcement des structures spécialisées. Difficile de connaître le nombre de dépendants au Sénégal. Par ailleurs, les acteurs de la lutte contre les drogues invitent les pays à revoir les textes juridiques. C'est un reportage signé Fatou Kinedem. Le Sénégal, comme les autres pays de la CEDEAO, manque de données fiables concernant le nombre des consommateurs de drogue. Seulement, une enquête en 2011 révèle des chiffres à Dakar. Cette enquête estime en 2011 la taille de la population de consommateurs de drogue injectables, c'est-à-dire ceux qui consomment l'héroïne et la cocaïne crack, quel que soit le mode de consommation, à 1324 individus qui consomment régulièrement ces produits et qui vivent dans une grande précarité. Les spécialistes à la recherche de solutions pour une meilleure prise en charge des dépendants, ce qui nécessite une décentralisation des soins. Nous avons besoin de mettre en place des structures, mais aussi de former le personnel, d'équiper ces centres par rapport aux intrants, par rapport aux médicaments. Outre l'aspect sanitaire, le volet social doit être pris en compte, à savoir la revue des textes. Dans notre sous-région, l'usage de drogue est criminel, tandis qu'il faut avoir une approche équilibrée. C'est une addiction. Une addiction demande des solutions sanitaires. La dépénalisation de la consommation du cannabis peut être une solution aux problèmes liés aux drogues. Cependant, son application fait appel à des mesures. Dans le cadre du Sénégal, un pays en voie de développement, en Afrique de l'Ouest, on parle de dépénalisation. Est-ce qu'on a pensé aux structures qui doivent accompagner cette dépénalisation? Je pense qu'il faudra d'abord revoir ce qu'on peut investir de façon efficace dans la lutte contre l'abus de substances. Une nouvelle approche est développée au Sénégal depuis 2011 à travers un programme visant à réduire les risques, à améliorer la prise en charge psychosociale, une initiative qui facilite la réinsertion des consommateurs.
Et nous restons avec ce séminaire organisé par le réseau des points focaux pour la collecte des données liées à l'abus des drogues en conclave à Dakar. Créé par la CEDEAO en 2013, ce réseau a pour mission d'aider les États à améliorer la politique de prise en charge des dépendants de drogue à travers des données fiables basées sur le nombre d'usagers. Cher Touré est justement le coordonnateur du programme régional de l'UNODC. Il est toujours au micro de Fatou Kinedem, nous l'écoutons. Quand on a commencé en fait, au projet l'année dernière, notre objectif c'était de donner les outils nécessaires à ces points focaux pour qu'ils puissent collecter les données, les analyser de façon effective pour que les politiques suivent. Parce que pour prendre des décisions politiques, il faut des données fiables pour que les gouvernements puissent investir pour apporter le soutien aux services sanitaires qui seront mis en place pour apporter le support aux usagers de drogue. Je vous l'annoncer en titre, Enda Pronad, en collaboration avec la CERAD, a procédé à une étude comparative sur les exploitations familiales et les agro-industries dans la zone du delta du fleuve du Sénégal, mais aussi celle des Niayes, une étude au profit de la sécurité alimentaire, une façon pour ces deux organismes d'aider l'État à mieux contrôler les agro-industries. Et à ce propos, écoutons le professeur Babali. Il y a une disparité de cas. On ne peut pas parler de bonnes entreprises agro-industrielles ou de mauvaises. Mais ce que l'on a vu, c'est que selon des cas, l'exploitation peut être envisagée dans une perspective de renforcement des exploitations familiales. Alors que pour d'autres cas, en réalité, la situation est beaucoup plus négative que positive. Voilà. En réalité, il y a beaucoup de récriminations qui sont dues, par exemple, d'une part, au fait que les conventions d'installation, par exemple, des agro-industries n'est pas du tout respectées. Il n'y a pas un contrôle de l'État derrière. Il y a, par exemple, un décalage entre ce qui est affirmé au départ et ce qu'on retrouve dans la réalité. Ça, c'est du point de vue, par exemple, des normes sur l'octroi des terres, sur, par exemple, l'utilisation des productions, sur l'utilisation, par exemple, des restes aussi de production, sur la commercialisation. Véritablement, il y a beaucoup de récriminations. Et nous restons toujours dans le domaine de l'agriculture pour parler cette fois-ci de la deuxième revue conjointe du secteur agricole qui a réuni tous les acteurs du secteur primaire. Une rencontre qui a pour thème promouvoir la responsabilité mutuelle d'une agriculture en mouvement. L'objectif, booster le secteur agricole avec la mise en place de chambres d'agriculture, mais aussi une réforme de la filière arachide. Aïssatou Paye pour les détails. Booster le secteur agricole au niveau de la production, promouvoir la responsabilité mutuelle d'une agriculture en mouvement, les priorités des acteurs concernés. Pour cette deuxième année consécutive, un seul mot d'ordre. Il faut que les producteurs soient capables d'améliorer leur production à travers des dispositions techniques, de sorte que nos chercheurs soient capables d'accompagner ces producteurs en mettant à leur disposition des techniques. Mais il faut que ces exploitations familiales que je représente aujourd'hui soient capables d'aller vers une vitesse supérieure. L'implication forte du ministère de l'Agriculture, saluée par la représentante de l'USAID dans cette revue conjointe. Par rapport à l'année dernière, le ministre de l'Agriculture a beaucoup plus impliqué les différents acteurs qui travaillent dans le domaine de la nutrition. En tant que partenaire, USAID a financé l'atelier aujourd'hui, mais il y a le ministère qui a financé toutes les consultations. Le secteur privé, quant à lui, compte aussi poser quelques jalons. C'est d'être compétitif, de vendre le produit localement à un prix qui n'a rien à envier aux produits importés en termes de prix et de qualité. Parce que comme le disait l'économiste, un chef de famille ne doit pas faire chez lui ce qui lui coûterait moins à acheter qu'à faire. La troisième revue conjointe du secteur agricole suivra. La mise en place des chambres d'agriculture va bientôt voir le jour.
Une innovation destinée à mieux impliquer les producteurs. 30 000, c'est le nombre de visas pour la France accordés aux demandeurs sénégalais. Chaque année, une déclaration du Premier ministre Manuel Valls en visite à Dakar qui se réjouit de la forte présence d'étudiants sénégalais en France. Manuel Valls a fait cette sortie dans l'émission Questions directes animée par Alsan Samba Diop. Je vous propose de l'écouter. Quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'ai aboli la circulaire Guéant qui imposait des entraves vexatoires, des dispositifs vexatoires à la venue d'étudiants étrangers. Nous délivrons chaque année plus de 30 000 visas sur 38 000 demandes au Sénégal. Vous voyez bien la différence, ce qui correspond à un taux de visa de 71% accordé. Et moi, je suis fier qu'il y ait aujourd'hui 10 000 étudiants sénégalais qui viennent dans nos écoles, nos universités et nos grandes écoles pour former, bien sûr, les élites sénégalaises et africaines de demain. Cette mobilité, elle est indispensable. Il faut maîtriser, bien sûr, les flux migratoires, mais sur les affaires, sur la culture, sur l'enseignement et notamment l'enseignement supérieur, il faut être encore plus performant. Et nous avons inversé progressivement le mouvement. Et vous pourrez suivre l'intégralité de cette interview avec Manuel Valls. Ce sera tout à l'heure à partir de 21h dans l'émission Questions directes qui passe sur nos antennes. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Et tout de suite, je passe le témoin à Chérif. Bonsoir Chérifa. Bonsoir Sarah et bonsoir à tous les téléspectateurs. Restez avec nous. Dans un instant, l'invité de Maoni Brakan, Boubacar Ba, nous allons revenir sur ce triste anniversaire, celui du Diola.